Un décret tombé dans l'ombre, un pays à vif, et une réforme qui promet de tout bouleverser. Pourquoi maintenant, et à quoi sert-elle vraiment? Le 12 janvier 2026, à Ouagadougou, l'annonce est tombée, sans éclat ni tambour. Pas de festivités, pas de discours fleuris, juste quelques phrases officielles marmonnées, presque à huis clos. Pourtant, derrière cette discrétion, c'est une onde de choc qui a secoué le Burkina Faso. Depuis maintenant plus de 10 ans, le pays s'enlise dans une crise sans fin. Les attaques armées se multiplient, la peur s'installe. Survivre est devenu la seule priorité. L'État, de plus en plus distant, peine à exister hors des grandes villes, abandonnant des millions de citoyens désabusés à leurs doutes et à la débrouille. Pour le pouvoir comme pour la population, le statu quo n'était plus supportable. L'inaction n'était plus une option. Il fallait s'adapter ou risquer l'effondrement. Ce remaniement discret n'est donc pas qu'une histoire de ministres déplacés sur un échiquier. C'est une tentative urgente de reconnecter l'État avec la réalité du terrain. Cette réforme n'a respecté aucun code traditionnel. Pas de spectacle, pas de mise en scène politique. Elle a été pensée dans l'urgence, alors que chaque jour compte, alors que l'avenir du pays se joue sur un fil. L'objectif affiché, simplifier, clarifier, responsabiliser. L'enjeu est immense. Si elle échoue, le pays pourrait sombrer davantage encore dans l'insécurité, la défiance et le chaos administratif. Mais pour comprendre la portée inédite de cette décision, il faut revenir aux racines de la crise et saisir comment l'usure de l'État a miné la société burkinabé. Pour mesurer l'ampleur de la fracture, il faut revenir en arrière, là où tout a commencé. Comment l'État burkinabé, peu à peu, s'est-il éloigné de sa population? Comment un État, brillant dans les discours, a-t-il pu se fissurer dès qu'il affrontait la réalité brute? Cette interrogation hante aujourd'hui des millions de Burkinabés, confrontés à des jours sans certitude. Les promesses officielles parlèrent de progrès, mais les faits, eux, racontaient une autre histoire, faite de manque, de peur et de lassitude. Dans les campagnes, des groupes armés s'infiltraient, imposant leurs lois là où l'État ne posait plus un pied. Les villages, jadis animés, sont devenus des zones d'ombre, coupées du reste du pays, abandonnées à l'incertitude et à la violence. Même dans les villes, l'administration semblait absente, incapable de garantir la sécurité ou d'assurer les services essentiels. Pour la population, l'espoir s'était effrité. On n'espérait plus rien des discours, seulement des actes concrets. Désormais, la priorité était de survivre, rester en vie, circuler sans peur, envoyer ses enfants à l'école, trouver un dispensaire ouvert ou simplement une route praticable. L'État, censé protéger, était devenu lointain, presque fantomatique au cœur de la crise. Prenons l'exemple du village de Pensa, dans le nord du Burkina Faso. Jadis prospère grâce à ses marchés agricoles, il a vu sa population fuir sous la menace des groupes armés. Les écoles ont fermé, les dispensaires aussi. Les routes sont devenues impraticables, minées ou contrôlées par des hommes en armes. La promesse de l'État n'était plus qu'un souvenir lointain. Au fil du temps, l'administration s'était embourbée dans sa propre complexité. Les ministères dédoublaient leurs missions. Les décisions se perdaient dans de longs méandres bureaucratiques. Les urgences, sécurité, santé, routes, éducation, se heurtaient à des procédures lentes, pensées pour des temps calmes, pas pour une nation au bord de la rupture. Cette situation n'est pas unique au Burkina Faso. Regardons l'exemple du Nigeria, où l'État s'est aussi trouvé débordé par les attaques de Boko Haram. Là aussi, la lenteur administrative a aggravé la crise, empêchant la reconstruction rapide des villes détruites et laissant les populations dans la précarité. Face à cette déconnexion, le danger était immense. Continuer sans rien changer, c'était accepter la désagrégation progressive du pays, condamner des millions d'âmes à la peur et à l'isolement. Fermer les yeux, c'était risquer non seulement la crédibilité du gouvernement, mais la survie même du Burkina Faso. Dans ce climat de colère mêlé à la résignation, l'exigence d'une réforme profonde s'est imposée. Il ne s'agissait plus de moderniser pour moderniser, mais de réformer pour sauver. Le statu quo n'était plus tolérable. Il fallait bousculer les habitudes, clarifier les responsabilités
et reconstruire un État proche de ses citoyens. Ce contexte explique pourquoi la réforme conduite par le capitaine Ibrahim Traoré le 12 janvier 2026 n'a pas été un simple jeu de chaises musicales. C'était un bouleversement, une réponse directe à une crise nationale, avec pour objectif de rendre l'État à la fois plus efficace et plus humain. Mais changer la structure d'un État, ce n'est pas seulement une question d'organigramme ou de décret. C'est un pari risqué, car chaque décision peut raviver les tensions ou faire naître de nouveaux espoirs. Fusionner pour survivre. Le 12 janvier 2026, le Burkina Faso a bouleversé son architecture d'État. À première vue, le décret semblait technique. En réalité, il cachait un pari radical pour le pays. Tout repenser pour la guerre et pour la survie. Désormais, infrastructures et habitats ne font plus qu'un. Routes, écoles, logements et reconstructions sont regroupés sous une seule bannière. Une urgence. Réparer, rebâtir, reloger, sans délai, sous une même autorité. Prenons un cas concret. Dans la région de Kaya, la reconstruction d'une école détruite par les attaques armées relevait auparavant de 3 ministères différents. Entre les appels d'offres, la coordination pour l'acheminement des matériaux et la validation des plans, il fallait parfois plus d'1 an avant que les travaux ne commencent. Aujourd'hui, une seule équipe est responsable, ce qui réduit drastiquement les délais et permet aux enfants de retrouver leur classe plus vite. Dans le même mouvement, l'agriculture absorbe l'environnement. Plus de frontières artificielles, la gestion de la terre, de l'eau, de l'élevage et des forêts relève d'une seule équipe, avec un seul objectif, nourrir et protéger. Cela rappelle la réforme agraire entreprise au Rwanda, après le génocide, où la fusion des ministères a permis de relancer la production alimentaire et de restaurer l'environnement rural, en responsabilisant un seul département pour l'ensemble des défis. Le grand ménage ne s'arrête pas là. Le nombre de ministères a été divisé par plus de la moitié. Les superpositions disparaissent, la bureaucratie s'efface. Chaque ministre porte désormais une charge immense, mais précise. Aucun refuge dans la complexité, aucun rempart contre la responsabilité. Même les intitulés changent de ton. Exit les appellations neutres, place au ministère de la guerre et de la défense patriotique, au ministère des serviteurs du peuple. Ici, chaque nom claque comme une promesse ou une menace. La fonction devient engagement et chaque nomination un serment public. Fini les discours creux. La doctrine est simple, résoudre, pas représenter. Les responsables publics n'ont plus d'excuses, plus de faux fuyants. L'obligation de rendre des comptes s'impose à chaque instant, devant toute la nation. À l'étranger, la réforme suscite la méfiance. Certains crient à la militarisation, d'autres à la dérive autoritaire. Mais au Burkina, le peuple tranche autrement. Routes réparées, écoles rouvertes, vivres livrés, voilà ce qui compte. Le pragmatisme l'emporte sur l'idéologie et l'espérance renaît, fragile mais vive. Pourtant, l'équilibre est précaire. L'échec de ce gouvernement ramassé signerait la perte définitive de confiance et plongerait la population dans une crise plus profonde. La tension monte, car chaque décision compte et le temps presse. Mais derrière les murs des ministères, d'autres enjeux et rivalités se dessinent déjà. Quand un chef décide de tout miser sur sa propre responsabilité, il n'y a plus de refuge possible. C'est la réussite ou l'échec, au grand jour. Ibrahim Traoré a fait ce choix radical, assumant une personnalisation extrême du pouvoir rarement vue au Burkina Faso. À travers cette réforme, il met en jeu sa légitimité, sa réputation et la stabilité même du pays dans un pari risqué. Observons un parallèle avec la Turquie, au moment du coup d'État manqué de 2016. Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a lui aussi radicalement recentré le pouvoir, assumant la pleine responsabilité de chaque décision, avec des résultats contrastés. Efficacité accrue dans l'urgence, mais critique sur le long terme concernant la centralisation et la démocratie. Un pacte inédit s'installe. Désormais, chaque ministre sera jugé sur ses résultats, et non sur sa loyauté ou sa proximité. Les promotions par fidélité n'ont plus cours, seule l'efficacité prime. Ce signal fort s'adresse autant aux membres du gouvernement qu'au peuple. Chaque responsable doit livrer des avancées concrètes et visibles pour la population burkinabé. Le peuple, lucide,
accorde une chance à la réforme, mais pose ses conditions. L'urgence est comprise, mais la patience ne sera pas éternelle. Si, dans quelques mois, les routes restent impraticables, les écoles fermées, la sécurité incertaine, la confiance retombera lourdement. Le crédit politique accordé à Traoré et à son équipe ressemble à un sablier. Chaque semaine sans progrès pèse plus lourd que la précédente. Le discours de vérité du chef a ravivé une fierté nationale trop souvent étouffée. Beaucoup se reconnaissent dans cette parole directe, loin des promesses floues du passé. Pour la première fois depuis longtemps, l'État semble entendre les réalités du terrain. Mais cette attente nourrit aussi le risque d'une déception immense. Si la réforme échoue, la rupture de confiance pourrait être brutale, profonde et difficilement réparable. Sur le plan international, la méfiance prévaut. Certains observateurs étrangers dénoncent une possible dérive autoritaire, un pouvoir trop centralisé, voire militarisé. Pourtant, ils saisissent mal le contexte local. Ici, la priorité n'est pas de répondre à des normes extérieures, mais de garantir la survie collective. Ce malentendu complique le dialogue et accentue l'isolement du pays. Le Burkina Faso avance sur une ligne de crête. L'audace pourrait accoucher d'un modèle inédit d'efficacité en temps de crise, mais l'échec serait retentissant. Chaque décision, chaque progrès ou retard sera surveillé par des millions de regards, prêts à juger sans indulgence. Tout repose désormais sur la capacité du gouvernement à transformer ses engagements en actions concrètes. Le pays entre dans une période où chaque résultat, chaque échec, aura un impact immédiat sur la confiance collective. Pour mieux comprendre ce processus, revenons à d'autres moments charnières de l'histoire africaine. Après l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah avait lui aussi drastiquement simplifié les structures étatiques, misant sur la rapidité d'action et la clarté des missions. Si des succès ont été obtenus, notamment dans l'éducation, le manque de garde-fous démocratiques a aussi engendré des tensions. Le Burkina Faso, aujourd'hui, tente d'éviter ces écueils en misant sur la transparence et la redevabilité. Et si le Burkina Faso démontrait que la survie d'un État exige parfois de rompre radicalement avec les modèles établis? Cette réforme, née dans l'urgence, n'a pas cherché à plaire à l'extérieur ni à cocher les cases d'un manuel importé. Elle rappelle qu'aucune recette universelle ne garantit la sortie de crise. Chaque pays doit inventer sa propre voie, en réponse à ses urgences et à son histoire. Pour d'autres nations, d'Afrique ou d'ailleurs, la première leçon est simple. En temps d'exception, il faut parfois oser des solutions inconfortables, risquées, voire dérangeantes. Au Burkina Faso, la clarté du langage politique est devenue une arme. Nommer les institutions sans détour, définir leur mission de façon transparente, ce n'est pas anodin. Cela renforce la légitimité du pouvoir et la compréhension citoyenne. Cela resserre le lien entre l'État et la population et limite les malentendus qui rongent la confiance collective. Mais cette simplification, ce recentrage sur l'essentiel, a un coût. Exposer chaque acteur public, c'est accroître la visibilité de chacun et la nécessité de rendre des comptes. Plus d'opacité possible. L'action de l'État devient lisible, mais les échecs aussi. Ce pari, risqué pour ceux qui gouvernent, peut cependant devenir salutaire pour toute la société, en forçant l'État à s'ajuster en permanence aux besoins réels. Prenons un exemple pratique. Le lancement d'un programme de réhabilitation des routes rurales. Avant la réforme, ce projet nécessitait la coordination de 3 directions différentes, avec des validations à chaque étape. Désormais, un seul interlocuteur central décide, suit et rend compte publiquement de l'avancement. Cela permet aussi aux citoyens d'alerter plus rapidement sur les blocages via les comités locaux institués dans chaque province. Ici, l'efficacité supplante la fidélité aux modèles extérieurs. Les plus grandes avancées, en période de crise, naissent souvent d'un refus déterminé de répéter les mêmes schémas. Ce qui importe désormais, ce n'est plus le respect des formes, mais la capacité à réparer, protéger, relier, avec rapidité et cohérence, parfois contre l'avis des experts étrangers. Au final, la véritable évaluation de cette réforme ne viendra ni des communiqués officiels, ni des rapports internationaux. Elle s'incarnera dans la vie quotidienne. Routes enfin rouvertes, écoles debout, sécurité retrouvée ou non.
Seule l'expérience concrète, palpable, tranchera sur la pertinence du changement. Pour les États qui observent, la tentation sera grande d'imiter ou de rejeter ce modèle. Mais ce choix pèsera lourd en cas de crise. Oser rompre avec le connu, ou s'accrocher à des modèles usés, peut faire la différence entre renaissance et naufrage. Mais cette réforme, aussi audacieuse soit-elle, n'est qu'un début. Sa réussite ou son échec dépendra des réactions du peuple et de la capacité du gouvernement à tenir le cap face à l'incertitude. Quels sont alors les prochains défis? D'abord, maintenir la transparence, publier régulièrement les avancées, les retards, les obstacles rencontrés. Ensuite, instaurer des mécanismes de feedback citoyen, réunions de village, plateformes d'alerte, enquêtes de satisfaction. Enfin, renforcer la formation des nouveaux responsables pour qu'ils ne soient pas seulement des exécutants, mais des porteurs de solutions adaptées au terrain. Le Burkina Faso a franchi un seuil décisif. La réforme du 12 janvier 2026 n'a pas été un simple remaniement, mais une réponse vitale à une crise profonde. La question n'est donc plus « pourquoi agir ?», mais « cela marche-t-il, concrètement ?» Face à l'urgence, l'État a choisi l'action nette. Les structures centrales ont été repensées, avec la volonté de coller au réel, à la survie, à la dignité quotidienne. Désormais, la promesse ne vaut rien sans preuve tangible. Sécurité, accès aux services, respect du citoyen. Ce choix radical a un prix élevé. Pour chaque citoyen, comme pour chaque observateur, il ne s'agit plus d'écouter les discours, mais de scruter les faits. La réforme n'a pas imité des modèles étrangers, ni joué la carte du symbole. Ici, l'État s'est voulu plus modeste, plus direct, plus responsable. Les vieilles routines ont été abandonnées, les responsabilités redistribuées, parfois de façon abrupte. À présent, les intentions importent peu. Qui peut encore se réfugier derrière les apparences? Dans chaque village comme dans chaque quartier, l'exigence est claire. Demander, vérifier, refuser la facilité des mots. C'est à la population d'exiger des preuves, de juger sur la durée, sans céder à la lassitude ni à l'illusion d'un changement sans effort. Le risque, pour le pouvoir, est immense. Perdre la confiance, perdre la légitimité, si les progrès ne sont pas visibles. Pour la société, le danger serait de retomber dans l'attente résignée ou de se fracturer quand les résultats tardent. Mais la vraie bataille se joue ailleurs. Maintenir la vigilance, demander des comptes, refuser la résignation. Le futur appartient aux actes, non aux intentions. Ce n'est plus l'heure des promesses, mais celle des preuves. Les prochains mois, les écoles rouvertes, les villages reconnectés, la sécurité retrouvée ou non, décideront de l'issue. Les citoyens, par leur vigilance, et l'État, par son efficacité, écriront ensemble la suite de cette transformation. Le Burkina Faso ne sera pas jugé sur l'audace de ses annonces, mais sur sa capacité à offrir une vie meilleure, plus juste, plus sûre. L'histoire, désormais, s'écrit dans le concret, et non dans les discours. Mais alors, est-ce que cette réforme tiendra ses promesses? Les prochains mois, peut-être les prochaines années, seront décisifs. Le pari est risqué, mais il est aussi porteur d'une nouvelle espérance. Chaque citoyen, chaque famille, chaque village a son rôle à jouer, en restant vigilant, exigeant et engagé. Si l'État se montre à la hauteur de ses responsabilités, le Burkina Faso pourra alors écrire une nouvelle page de son histoire, fondée sur la confiance retrouvée et la dignité partagée. La question n'est plus seulement « pourquoi maintenant ?», mais « comment, ensemble, réussir ce pari collectif ?» L'avenir reste incertain, mais il s'ouvre peut-être sur la possibilité d'une renaissance.